Merci beaucoup pour cette invitation qui me permet de parler de mon travail sur le début de l'agriculture au Proche-Orient. Je voulais commencer peut-être par la définition de domestication, parce que nous avons parlé un petit peu hier sur les différentes définitions de ce terme. Et je pense pour les archéobotanistes, la différence c'est entre les plantes domestiques et les plantes cultivées, c'est vraiment une question de morphologie. Donc si on prend l'exemple d'un épi de blé, le sauvage va se briser à la maturité. Par contre, le domestique va rester intact. Donc pour nous, c'est vraiment une question de morphologie. Mais en même temps, bon, moi j'accepte qu'il peut y avoir d'autres définitions de ce terme. Donc moi je vais donner une présentation qui serait très archéologique, hein, appuyant sur les restes botaniques, bien sûr. Je vais faire ça par période, comme vous voyez sur l'écran. Mais d'abord, je voulais commencer un peu par les remerciements, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. J'étais intégré avec l'équipe de Jacques Cauvin dans les années 80, qui m'a permis, Jacques Cauvin, je pense que la plupart des gens connaissent Jacques Cauvin, qui a écrit un livre sur le début de l'agriculture et qui est malheureusement mort en 2001. Donc j'étais intégré dans son équipe qui m'a permis d'étudier les restes végétaux de plusieurs sites au Proche-Orient, notamment en Syrie. Et après sa mort, je continuais à travailler avec d'autres membres de son équipe qui a continué à fouiller au Proche-Orient. Je voulais aussi remercier tous nos collègues en Syrie, parce que nous avons passé plusieurs campagnes chaque année en Syrie depuis une vingtaine d'années. Et c'est grâce à l'accueil en Syrie que ce travail était possible. Je voulais aussi remercier, il y a plein de collègues que je dois remercier, mais en gros les agronomes, parce que les agronomes ont donné beaucoup d'informations qui sont très importantes pour le début de l'agriculture. Donc voilà, ça c'est le Proche-Orient. Alors vous voyez, c'est un lieu de passage entre l'Afrique, l'Orient, l'Europe et l'Asie. Et donc c'est peut-être une des raisons que nous avons un centre de domestication dans cette zone-là. Ah. Voilà. Alors, en ce qui concerne la domestication au Proche-Orient, je voulais remercier deux collègues qui étaient vraiment les pionniers dans les années 70, 80 et plus tard. Gordon Hillman, qui était à l'origine, qui a étudié l'agronomie à l'origine, mais qui est devenu archéobotaniste, et Daniel Zohari d'Israël, qui était un généticien qui a expliqué énormément des aspects génétiques sur la domestication. Alors, c'est vrai que dans les années 60 et 50, Jéricho était le seul site connu à cette époque, le seul site avec une agriculture précoce. C'était le site avec l'agriculture le plus précoce. Mais par la suite, dans les années 60 et les années 80, il y avait de nouveaux découvertes qui étaient plus au nord, mais en fait aussi dans le sud de la Levant, dans le sud de le Proche-Orient aussi, des sites qui étaient plus anciens, qui étaient aussi les sites agricoles. Donc en fait, ce sujet dépend beaucoup des découvertes archéologiques, bien sûr, qui sont en train de se faire tout le temps. Même l'année dernière, il avait découvert qui a changé pas mal nos idées sur la domestication. Alors, c'est vrai que pour Gordon Hillman et Daniel Zohari, pour eux, la domestication commençait dans un seul lieu, vraiment, et c'est diffusé à partir d'un seul lieu. Et pour eux, c'était quelque chose de relativement rapide. Et le passage entre les céréales sauvages et les céréales domestiques,
on parlait de quelques générations, Zohar souvent il parlait de quelques générations, Gordon Hillman parlait entre une dizaine de générations et 200 générations. En fait, depuis ces chercheurs ont publié ces résultats qui étaient quand même les hypothèses, nous avons les indices qui montrent en fait que ce passage était beaucoup plus progressif. Voilà, on parle souvent de la croissance fertile, hein, cette région ici, et c'est vrai que ça fait une sorte de croissant avec les montagnes, les Taurus ici, les Zagros et les monts Limon ici. Et c'est vrai que les céréales sauvages, ils ont tendance d'être dans cette zone-là. Ici, vous avez une carte avec les céréales sauvages, les habitats qu'on connaît aujourd'hui. Alors, est-ce que ces distributions sont les distributions qu'on avait il y a 10 000 ans? C'est pas sûr. En fait, il y a beaucoup d'inconnus sur la distribution des céréales à l'époque, il y a 10 000 ans, au début de l'Holocène. Il y a les changements climatiques, il y a surtout la dégradation de l'environnement. Et finalement, quand on regarde les données sur la distribution et sur l'écologie et sur les habitats de ces céréales sauvages, malgré l'importance de le blé, l'orge, le seigle, etc., on ne connaît malheureusement pas grand-chose. Et le temps presse parce que ces régions sont en forte dégradation. Et malheureusement, il y a très peu d'études qui ont été faites en détail. Voilà. Alors, comme j'ai dit, les informations que nous avons sont toujours en train de changer. Ici, vous avez une carte avec les dates les plus anciennes céréales qui ont été trouvées dans chaque région. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous avez les dates très anciennes, donc du fin du Pléistocène, 23 000 en BP. Moi, je vais plutôt utiliser les dates un peu laïques, c'est-à-dire avant le présent. Donc, ils sont les dates calibrées avant le présent. Je préfère utiliser ces dates pour ces périodes. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que pour chaque zone ici, il y a les sites à l'intérieur, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est difficile à savoir si une carte avec une distribution comme ça, c'est vraiment réel, ou est-ce que c'est plutôt là où les archéologues ont travaillé, ou c'est aussi une question des situations politiques dans différents pays. Donc, voilà. Alors, j'ai dit que l'année dernière, nos idées étaient changées un petit peu parce que depuis 5 ans, l'Iran a ouvert un petit peu sur l'Occident et les archéologues ont commencé à travailler un petit peu plus en Iran. Donc, il y avait 2 campagnes qui ont été faites dans les Zagros il y a entre 4 et 5 ans. Et donc là, on a découvert les sites donc néolithiques qui sont 1500 en plus anciennes que les sites qu'on connaissait avant. Et un peu la même chose pour Chypre aussi. Depuis vraiment 5 ans, nous avons les dates beaucoup plus anciennes pour les premières céréales qui étaient trouvées à Chypre. Voilà, juste une date, une carte qui montre les sites à travers le Proche-Orient. Les sites qui étaient, c'est pas tous les sites, mais c'est les sites qui étaient étudiés pour les restes végétaux. Donc vous avez les datations, c'est juste pour donner un ordre, une idée de le nombre de sites que nous avons. Il faut savoir que en archéologie, nous avons les données extrêmement ponctuelles. C'est très fragmentaire parce qu'on a les périodes qui sont très longues, on a une zone géographique qui est très vaste.
Donc les données sont extrêmement fragmentaires et on n'a jamais vraiment une continuité dans une séquence archéologique. Jean-Frédéric a parlé un petit peu des techniques utilisées sur le terrain pour récupérer les restes végétaux. Alors, nous, on travaille exclusivement sur les restes qui sont carbonisés. Il faut savoir que la carbonisation, c'est grâce à l'homme, hein, c'est fait dans les maisons qui étaient incendiées, ou les foyers, les fours, etc. Donc, ici, vous avez quelques exemples de restes carbonisés avec les graines de blé sauvages ici, les bases des épilets, ça fait partie de la balle. Et puis ensuite, vous avez une graine de pistache atlantique ici. Alors, tout ça, ça peut être récupéré assez facilement par un système de flottation, parce que le charbon va flotter dans l'eau et tout ce qui est minéral va descendre. Donc, on peut, comme on dit, récupérer ces restes à une échelle assez importante. Voilà, alors on commence cette histoire il y a 23 000 ans, donc en Israël avec le site de Ohalo 3, qui est une sorte de campement. Hein. C'est situé sur le, c'est situé sur la vallée du Jourdain, sur le lac Tibari. Et sur ce site, nous avons trouvé l'orge sauvage et l'amidonnier, c'est une sorte de blé sauvage. Alors ici, vous avez un plan de le petit cabane qui est ici. Et ce qui est important, c'est qu'ici, il y a une meule, donc une meule en pierre, qui était fort probablement utilisée pour le mouture des grains, parce qu'il y avait beaucoup de grains qui étaient trouvés aux alentours de cette meule. C'est un meule en basalte. Donc déjà, à cette époque, il y a 23 000 ans, qui était, je vous rappelle, qui était en pleine période glaciaire dans le nord de l'Europe. Et déjà, les hommes utilisaient les céréales. Alors malheureusement, comme j'avais dit, nos données sont extrêmement ponctuelles et on a une lacune énorme après. Il y a les sites archéologiques, mais malheureusement, il n'y a pas de restes végétaux. Donc en fait, on remonte pratiquement 10 000 ans ou 9 000 ans jusqu'à une autre période. Mais on présume quand même qu'il y avait une continuité dans l'utilisation des céréales. On n'a aucune preuve, c'est une hypothèse. Alors, lorsqu'on arrive à peu près il y a 14 500 ans, on a ce qu'on appelle les premiers sites sédentaires. Donc vous avez les maisons qui sont assez grandes, qui sont bâties en pierre, et pour diverses raisons. D'une part, les types de maisons, mais aussi ce qu'on appelle en termes archéologiques les immobiliers, excusez-moi. On a les outils qui sont extrêmement lourds. Donc on pense que dans ces sites, donc il y a deux exemples ici, Wadi Amma dans le sud du Jourdain et Ain Mala dans le nord de l'Israël, sont des sites sédentaires. Alors le mobilier est assez impressionnant. Bon, tout ça c'est en pierre, ça c'est les mortiers. Les mortiers, alors on peut avoir diverses interprétations pourquoi ils ont des mortiers, mais bon, en même temps c'est assez logique que ça serait utilisé pour décortiquer les céréales, parce que c'est quand même les outils idéaux pour décortiquer les céréales vêtues, notamment les céréales qui étaient trouvées dans cette zone-là, l'amidonnier sauvage. Donc voilà, un travail de précision quand même, hein, comme on dit, de sculpter ces objets qui sont assez grands, ça fait à peu près 40 cm de hauteur.
Alors si on continue un petit peu pour les sites un peu plus récents, dans le nord de le Levant, en Syrie, on a 2 sites, une située sur le Euphrate, à Boureira. C'est un site qui était analysé, enfin les restes carbonisés étaient analysés par Gordon Hillman. Et un autre site de Dirié qui est en fait un site situé dans une grotte. L'autre c'est à Boureira, situé sur le Euphrate. Et ces 2 sites sont extrêmement riches en restes carbonisés. On pense qu'il n'y a aucun indice que l'agriculture a commencé. Il y a beaucoup de graines de Polygonésie. Les deux genres Rumex et Polygonum sont assez difficiles à séparer à partir des graines, mais ils sont très, très courants, surtout sur le site d'Aburera. Il y a un petit peu de céréales sauvages sur Aburera, pas énormément. Par contre, sur Dédiré, il y a énormément de céréales sauvages. Il y a également les amandiers sauvages et une sorte de pistacier, le pistacier atlantica, qui donne les petits pistaches qui sont comestibles et qui sont encore utilisés au Proche-Orient. Donc en fait, les plantes utilisées entre ces 2 sites, entre Aburera et Dédiré, sont très différents. Moi, je pouvais montrer un tableau. En fait, j'ai enlevé le tableau, j'ai mis les photos des plantes parce que c'était plus agréable à regarder. Mais ça montre que pourquoi les différentes plantes? Parce que les 2 sites sont dans des zones différentes. Et il n'y a aucun indice de l'agriculture à cette époque. Alors, en montant un petit peu, mais en restant dans le nord de la Syrie, nous avons le site de Caramel que j'ai étudié, qui est fouillé par les Polonais, par Mazarowski. Ici, vous voyez le tel. Le tel, c'est une sorte de petite colline, mais qui est plutôt une accumulation qui a été faite pendant l'âge du bronze. Mais sur la base de ce site, il y a les petites maisons rondes néolithiques qui sont pas très grandes, mais qui a fourni énormément de céréales, et notamment longue graine sauvage. Et ça, c'est vraiment le premier site qui a les pourcentages de céréales extrêmement importants par rapport les autres plantes. Juste une photo ici de le petit colline. Alors maintenant, je vais encore remonter dans le temps. Alors on arrive, parce que les 3 premiers sites que j'ai montrés, en fait, sont situés à la fin de le Pléistocène, et notamment à travers le Drias récent. Le Drias récent, c'était une période froide dans toute l'Europe qui a duré à peu près un millénaire. Et ensuite, la période que nous sommes en train de regarder maintenant, c'est la période sur laquelle je concentrais sur ma carrière. C'est le début de l'Holocène. Donc, c'est une période de climat beaucoup plus favorable au Proche-Orient. C'est une période probablement plus humide que l'actuelle, avec une température un petit peu moins élevée, qui fait que au Proche-Orient, c'était probablement très favorable à l'agriculture et aussi très riche en végétation par rapport à ce qu'on voit actuel. Donc voilà, je voulais remercier Daniel Storder parce que Daniel Storder a fouillé le site de Jafalama, situé sur l'Euphrate dans les années 90. Et moi, j'ai assisté à chaque campagne sur ces fouilles et nous avons eu beaucoup de restes végétaux qui nous permis de faire certaines interprétations. Tous les sites en bleu sont les sites qui sont plus ou moins contemporains. Alors c'est à cette période que nous commençons d'avoir les indices les premiers signes de la culture. Mais avant d'expliquer tout ça, je voulais juste vous montrer un peu les sites archéologiques. Qu'est-ce que ça ressemble? Alors le site de Jafalama, c'est
Vous avez deux photos ici de deux maisons qui sont les maisons rondes, qui sont les maisons semi-enterrées à une profondeur de un peu moins d'un mètre, donc qui sont creusées dans la terre. Et aux alentours, vous voyez bien ici, vous avez les maisons qui sont plutôt domestiques. Alors l'interprétation, c'est que cette maison, ou ce bâtiment, peut-être je peux dire plutôt bâtiment que maison, c'était un bâtiment collectif, et aux alentours, vous avez les maisons domestiques avec les meules, etc. Une deuxième maison à Jafalama, un peu différente, aussi interprétée comme une maison collective, on ne le voit pas, mais il y a aussi les maisons domestiques autour. Il n'y a pas de cellules, c'est complètement ouvert avec les colonnes qui étaient là pour soutenir la toiture. Un autre site, bon, j'ai une seule photo, c'est un site contemporain qui se situe dans le sud-est d'Anatolie, le site de Göbekli, qui a les pierres monumentales, qui sont les pierres gravées, qui étaient équivalentes à les colonnes ici pour soutenir le toit. Ils sont gravés avec souvent les animaux. Ici, vous voyez les oiseaux. C'est un site incroyable en fait parce que bon, c'est les stèles qui pèsent 25 tonnes qui viennent localement. Mais il y en a plusieurs bâtiments qui sont ronds avec ce support. Alors, au niveau archéologique, en fait, ça ressemble pas énormément, mais au niveau des symboles, parce qu'on trouve les symboles animaliers sur le site de Jafalama, et ils sont pratiquement exactement les mêmes qu'on trouve sur ce site-là. Il y a beaucoup d'éléments en commun, même si l'architecture est très différente. On trouve aussi sur ces sites ces vases. Alors, on est bien avant le céramique sur cette période, donc tous ces vases sont creusés dans les pierres. C'est vrai que normalement, c'est des pierres assez tendres. Il y a aussi ces petites tablettes qui ont certains symboles. Pour certains chercheurs, ces symboles sont un moyen de communication, donc c'est pratiquement le début de l'écriture. J'exagère un petit peu, peut-être. Ça, c'est les représentations interprétées comme panthères, donc qui se trouvent à un autre site, le site de Tel Aber, mais qui se trouve à le site de Göbekli et aussi à le site de Jafalama et d'autres sites dans la région. Donc nous avons une situation avec, dans le nord du Levant, une archéologie assez spectaculaire, avec beaucoup de choses en commun, sur une région à peu près 500 km par 500 km. Alors, la plupart de ces sites, nous avons fait les analyses des restes carbonisés, et ils sont tous sauvages. Ici, vous avez un épi actuel de blé sauvage, le Triticum boerticum, qui est en train de se briser. Et ici, quelques exemples de céréales sauvages, donc l'orge avec les graines de base dépilées, qui nous permet de dire si c'est sauvage ou pas. Je vais en parler un peu plus tard parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Le seigle aussi, et le blé sauvage, le blé en grains. Alors parfois, ils sont très, très bien conservés. Quand on fait les photos, c'est parce que c'est bien conservé, mais malheureusement, les plupart des restes sont très très mal conservés, il faut admettre. Voilà. Alors comme j'avais dit tout à l'heure, on a l'hypothèse qu'à cette période, les hommes ont commencé à faire l'agriculture, mais avec les céréales sauvages. Donc ça, c'est les dates pour les premiers sites avec les signes de culture. Donc, la chose qui est intéressante, c'est qu'ils sont assez contemporains, relativement.
pour ces périodes. Donc on a l'impression que dans chaque région, quand les gens ils ont commencé à cultiver, c'est un peu indépendant. C'est-à-dire que ce n'est pas diffusé à partir d'une zone. Et que d'après tout ce qu'on peut voir, ils ont pris les céréales locales. C'est-à-dire ils n'ont pas pris les céréales, ce n'est pas les céréales qui sont diffusées. Donc, si on regarde cette zone-là ou cette zone-là, ça correspond à peu près avec les types de céréales qu'on trouve dans les régions actuelles. Donc, par exemple, dans cette zone-là, il n'y a pas l'engrain, il y a l'amidonnier et l'orge. Par contre, dans ces zones-là, vous avez plutôt le seigle et l'engrain. Donc chaque région a une sorte de signature locale qui nous fait penser qu'ils ont prélevé les céréales locales. Alors la question de la culture à cette période, bon, ça reste quand même une hypothèse. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, il y en a certains qui ne sont pas d'accord. Et c'est vrai que, bon, si les plantes ne sont pas domestiques, on n'a jamais la preuve. Mais bon, je veux montrer quelques exemples qui nous font penser que la culture a déjà commencé. Alors, sur certains sites, on trouve les progéniteurs des céréales loin de leur habitat actuel, mais aussi loin des habitats potentiels. C'est-à-dire, même si on suggère que les habitats étaient un peu différents il y a 10 000 ans, on trouve dans les zones où, même avec un climat plus favorable, ils ne poussent pas là à l'époque. Alors, il y a une très forte diminution de toutes les plantes qui étaient ce qu'on appelle les plantes de l'équerre, c'est-à-dire les plantes qui n'étaient jamais domestiquées, notamment les polygonacées et les petits graminées. On voit aussi, durant cette période, c'est une période qui dure à peu près 700 ans, on voit aussi les introductions de nouveaux cultivars, c'est-à-dire ils vont commencer avec une céréale, c'est-à-dire l'amidonnier, et un peu plus tard, on voit un autre qui est introduit. Et donc, on pense que c'était un cultivar qui était introduit. Il y a un changement aussi dans les tailles des graines. Alors ça, c'est un peu controversial parce que d'abord, ils sont carbonisés. Quand ils sont carbonisés, il y a un rétrécissement, ça change la morphologie. Il y a les facteurs phénotypiques aussi. Mais on voit ce changement et on pense que peut-être ce changement est dû à la culture, c'est-à-dire lorsque l'homme commence à cultiver, il va choisir les meilleurs terrains, il va protéger, il y a moins de compétition, donc il y a la probabilité que la récolte va arriver à maturité avec toutes les graines bien formées. Et c'est ça qu'on voit en fait par rapport aux sites plus tardifs. Alors, on va voir ça un peu plus tard en plus de détails, mais il y a l'apparition des mauvaises herbes pour les adventices. On a un cortège de mauvaises herbes qui apparaissent à cette époque. Et puis, pas de preuve non plus, l'exploitation des céréales à grande échelle. Ça, je vais vous montrer aussi. Donc, en fait, il n'y a pas une seule de ces facteurs qui montre que l'homme a commencé à cultiver. Mais lorsqu'on regarde l'ensemble, ça peut être assez convaincant. D'abord, les adventices. Alors ça, c'est les plantes, en fait, qui sont nuisibles, qui sont les mauvaises herbes, mais qui vont profiter une fois l'homme a commencé à travailler la terre, parce que c'est les plantes qui aiment bien les terres mobiles. Alors ici, vous avez les sites archéologiques qui sont dans l'ordre de la datation, donc avec le plus ancien ici. Et ici, vous avez le nombre de taxons qui fait partie d'un assemblage d'adventices. Alors, il y a toujours beaucoup de problèmes avec l'archéobotanique. D'abord, on n'arrive pas à faire les déterminations précises. Pourquoi? Parce que la plupart de ces
ces taxons sont les taxons de mauvaises herbes obligatoires. C'est-à-dire, on ne trouve actuellement que dans les milieux agricoles. On ne trouve pas, on ne connaît pas les ancêtres. Et c'est justement pour ça que nous avons probablement beaucoup de difficultés à déterminer jusqu'à espèce. On a choisi, je crois qu'il y a 19 ici, on a choisi 19 taxes pour faire cette comparaison. Il y en a beaucoup plus, il y en a peut-être une soixantaine. Mais le problème, c'est que parmi les autres, c'est les plantes qui peuvent être utilisées, qui peuvent être mangées, qui peuvent être les plantes pour la teinture, ou qui peuvent avoir beaucoup d'autres usages. Donc on a essayé de choisir les plantes qui ont, de ma connaissance, avec quelques exceptions peut-être, ou une exception, pas beaucoup d'usages. Là, vous avez des photos de quelques exemples. Et ça que vous voyez, bon, là, vous avez les sites avec céréales sauvages, là, vous avez les sites avec céréales domestiques. Et en fait, ce nombre de taxons, il va augmenter. Et pour cette période sur laquelle on commence la période où l'agriculture commence, on a parfois plus de taxons d'adventices que pour les périodes d'après. Donc, cet assemblage de mauvaises herbes sont là. Est-ce que c'est lié avec les cultures de céréales? Moi, je pense, mais ça reste à débattre. Alors, un indice, bon, je n'entre pas dans tous les indices, mais un indice, c'est l'utilisation des céréales à grande échelle. Nous avons les éléments de stockage qui sont assez importants. Ça, c'est le site de Jeff Lama. Et vous avez ces petites cellules qui sont des cellules assez petites, qui sont fort probablement les cellules de stockage. Donc, il y en a plusieurs. Là, vous avez une espèce d'entrée. En fait, ici, c'est comme une petite fenêtre qui est située ici. C'est la même cellule. Donc, en principe, on entre les graines par-dessus ici et on va sortir sur cette petite fenêtre. Donc, le stockage, il est assez important à cette époque sur plusieurs sites. Et sur ces sites aussi, on a beaucoup d'indices de la saurie domestique. Donc, musculus. On trouve les ossements, on trouve les dents, parce que les dents se conservent très bien sur les sites archéologiques, si on fait un tamissage. Et on trouve aussi les coprolites de saurie carbonisés parmi les restes végétaux. Ça, c'est une crotte moderne, et ça, c'est une de l'époque, donc carbonisée. Et on trouve dans les nombres assez importants. Donc, on a l'impression que nos sites, à cette époque, étaient infestés par les sauries domestiques. Voilà, autre chose qu'on trouve, c'est la balle. Alors, la balle était utilisée, vous avez vu, quand nous avons une architecture assez importante, et la balle était utilisée comme décoration pour le terabithia. Alors, il y a une quantité énorme de terabithia. Et lorsque on regarde cette terabithia et on fait les moulages avec du silicone, on retrouve les empreintes de balles. Ça, c'est le balle moderne, et ça, c'est les empreintes de balles dans le terabithia. Et dans toutes les échantillons que nous avons regardés, on a trouvé une forte densité de balles. Donc, ils avaient des énormes quantités de balles disponibles. Voilà, ça c'est juste une mur de le site de Jeff Lama. On voit le coupe, on voit la quantité de terabithia qui a été utilisée entre les pierres, et aussi, comme on dit, pour les parois, pour la finition. Voilà, un autre signe de utilisation des céréales à grande échelle, c'est les emplacements sur certaines pièces à Jeff Lama et sur d'autres sites des
meules qui sont utilisés pour broyer les céréales. On sait qu'ils sont utilisés pour broyer les céréales parce qu'aux alentours de ces meules, on trouve les graines qui sont fragmentées et qui sont carbonisées après la fragmentation. Donc voilà, là vous avez un petit pièce à la main. Les emplacements de trois meules fixes. Les meules ne sont pas en place là, ils étaient enlevés pour la fouille archéologique. Cette pièce est consacrée à la mouture des céréales. Et il y a 8 maisons qui ont été trouvées avec ce type de configuration. Donc, on présume qu'il y a 3 meules parce que les 3 meules étaient utilisées en même temps. Donc, ça implique quand même que les céréales étaient utilisées à grande échelle. Voilà, donc ça, c'est les indices pour la culture des céréales avant la domestication. Alors, en ce qui concerne la domestication, bon, il y a les choses qui changent. Il y a le mécanisme de dispersion qui change, c'est-à-dire l'épi devenir, il reste intact après la maturité. Pour certaines plantes, il y a la dormance, la taille des graines et la régularité dans la maturation. Mais en fait, c'est le mécanisme de dispersion qui est le plus important. Alors, comment ça se faisait la sélection à l'époque? On pense que la sélection artificielle, c'est-à-dire une sélection consciente, n'était pas possible parce qu'en fait, ces traits-là ne sont pas visibles. Même le changement dans le mécanisme, la probabilité de voir cette mutation une fois est pratiquement hors de question. Donc on pense qu'à cette époque, la sélection pour ces plantes-là est une sélection, comme on dit, naturelle ou darwinienne. Ça n'empêche pas que les hommes, parce que je pense que les hommes de cette époque étaient peut-être pas les botanistes, mais ils connaissaient les plantes peut-être mieux que nous. Et ça n'empêche pas qu'ils ont fait les choix. Mais ils n'ont pas fait une sélection dans le sens que nous, on pense aujourd'hui. Alors, le problème, c'est pour identifier cette domestication. Et alors ici, vous avez les bases dépilées. Ici, vous avez les sauvages, c'est assez clair. Ici, vous avez les domestiques, c'est assez clair parce que vous avez une partie qui reste après l'épi se brise. Et ici, vous avez les restes qui ne sont pas bien conservés et qui sont inidentifiables en ce qui concerne la domestication. Et malheureusement, le gros problème, c'est que 75% ou même plus de nos restes sont comme ça et on ne peut rien dire. Pourquoi ils sont abîmés? Probablement parce que les hommes à cette époque, ils ont décortiqué avec un mortier et que pendant ce décortiquage, les bases dépilées sont abîmées. Voilà. Alors en 2006, moi j'avais posé la question combien de temps il faut-il pour domestiquer les céréales. Et à cette époque, on n'avait pas vraiment beaucoup de données. On n'avait pas les données qui étaient très claires, mais ça montrait quand même qu'il y avait une forte probabilité que c'était progressif. Et voilà, je pense que c'était un article qui était important parce que c'était un article qui a ouvert le débat sur la question. Depuis, bon, ça c'était publié en 2006 et après 6 ans après, on a eu une autre publication avec les pourcentages de bases dépilées domestiques et non domestiques. Et ça c'est pour l'orge. Et en fait, c'est très confondu. On voit pas, c'est pas clair, ça change selon les sites. Alors pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est tout simplement en fait parce que tous ces sites ici, ça c'est les sites archéologiques, sont dans les régions différentes et c'est fort probable que la domestication avançait
à les taux différents dans chaque région. Bon, on peut tenter quand même de donner une idée pour les plantes, les céréales domestiques les plus anciennes à travers le Proche-Orient. C'est encore peut-être pas avec une certitude à 100%, mais en fait, on voit un petit peu la même chose, un peu comme pour le début de la culture de céréales, c'est-à-dire on ne voit pas un point plus ancien à partir d'une région où les céréales domestiques sont diffusées. C'est plutôt, on a l'impression que la domestication avance ou évolue de manière indépendante dans chaque région. En même temps, bon, il faut dire que, encore une fois, c'est peu de sites, c'est parfois peu de restes, et c'est sûrement pas le dernier mot, mais ça donne peut-être une idée. Alors, juste une petite pensée sur la diversité génétique, parce qu'on parle beaucoup de bottleneck, de changement dans la diversité génétique, et j'ai pris ça dans une publication. Et ça montre en fait que dans un champ donné, on peut avoir un grand nombre de lignes sauvages et une qui a eu la fameuse mutation qui fait qu'il a un épi qui ne brise pas, donc il va être favorisé. Mais en même temps, ça qu'il ne faut pas oublier, que bon, après ça va diversifier. Donc on a une sorte de diversification parmi les cultivars, mais il y en a beaucoup qui vont être perdus aussi. Donc lorsqu'on regarde la situation actuelle, c'est-à-dire par la génétique, par l'ADN ou par la morphologie, on a probablement très peu qui reste des 10 000 ans d'évolution agricole. Le potentiel. Donc, beaucoup de pertes de diversité génétique. Mais alors, donc il semble que les populations domestiques, on avait du mal à se fixer. Alors, pourquoi? Alors, nous avons fait les cultures expérimentales pendant à peu près 20 ans. Et ça montre en fait que les céréales étaient extrêmement faciles à cultiver. C'est comme ils étaient, en tout cas pour l'on-grain sauvage, que c'était pratiquement préadapté. Donc peut-être pas vraiment besoin d'une sélection pour continuer la cultivation. Ensuite, il y a les mélanges de populations. Donc un mélange avec les sauvages dans les champs. Aussi, il y a la forte probabilité qu'au début, les gens continuent à prélever les semences dans les habitats sauvages. Par exemple, s'il y avait une période de sécheresse ou les pathogènes dans les populations, ils seraient obligés de prélever dans les sauvages. Donc, il fait que probablement, ça a eu un effet sur la rapidité de la domestication. Bon, je vais passer vite, mais bon, après, on a la diffusion sur l'agriculture, mais encore avant la domestication à Chypre, parce que tout ce qu'on a trouvé à Chypre pour l'instant, pour cette période, il y a plus de 10 000 ans, c'est encore sauvage. Donc, on pense qu'ils ont introduit ces céréales pour cultiver à Chypre, parce que les céréales sauvages n'existent pas à Chypre, sauf l'orge. Et voilà, donc juste pour finir, les conséquences de l'agriculture, parce que là, vous avez une date de à peu près, pour Chypre, ou pour les derniers sites, vous avez une date de à peu près 10 500. Et on arrive très vite
à les sites qui sont vraiment un peu comme les petites villes, hein, avec les maisons, beaucoup de maisons, la superficie est beaucoup plus importante. Il y a les petits ruelles, c'est pratiquement les petites villes. Et ça, c'est les conséquences de l'agriculture. Il y a vraiment un changement extrêmement important. Donc encore une autre photo. Si j'ai le temps, juste un dernier mot peut-être sur le climat, parce que durant toute cette période, il y a les changements climatiques importants. Hein. Donc, entre le tas des glaciers et l'Holocène, à peu près il y a 11 000 ans, quelque chose comme ça. Là, les dates sont en... Ce n'est pas les dates laïques, excusez-moi. Donc, en fait, pour nous, les premiers agriculteurs commencent à peu près ici. Et la chose qui est importante à voir, c'est que lorsque vous voyez les amplitudes de changement climatique ici en rouge, hein, les amplitudes sont très importantes pendant le Pléistocène, pendant le temps des glaciaires, aussi pendant le Dryas récent, ici. Mais lorsque vous arrivez à l'Holocène, les amplitudes de changement, c'est-à-dire, ce n'est pas les changements interannuels, mais c'est les changements tous les 10 ans ou tous les 20 ans, sont beaucoup moins importants, qui est beaucoup plus propice à l'agriculture. Parce que si vous avez un climat irrégulier, l'agriculture est difficile à faire. Est-ce que c'est jouer un rôle? Je pense que ça joue un rôle quand même. C'est un des facteurs peut-être importants. Il y a quelques exceptions. Hein. Il y a cette petit blip ici en 8002 qui est un changement assez important. Voilà, donc deux hypothèses. Hein. Une hypothèse qu'une période très longue, hein, une période qui a duré plusieurs millénaires, et d'autres hypothèses, l'hypothèse un peu plus ancienne, que c'était très rapide. Ben, je pense qu'en réalité, c'est un petit peu entre les deux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Georges. Donc, on peut prendre quelques minutes pour se poser des questions. Je ne sais pas si vous n'avez pas déjà répondu un petit peu, mais est-ce qu'on a une idée à partir de quelle époque les graines domestiques sélectionnées, entre guillemets, ont commencé à être vendues, achetées, elles ont commencé un peu à se... Ça, c'est une question difficile. Bon, c'est sûr que à partir de Chalcolithique, c'est-à-dire il y a à peu près 6000 ans, il y a les énormes sites avec du stockage sur le Euphrate. Et on a l'impression que peut-être le Euphrate était déjà une voie de commerce pour les céréales. On n'a aucun indice pour le néolithique, mais ce n'est pas impossible. Mais on n'a aucun indice, malheureusement. Est-ce qu'on sait si les différents sites de domestication sont reliés ou est-ce qu'ils sont relativement indépendants? Vous avez dit que l'implantation des premières cultures se font plus ou moins simultanément, sans doute indépendamment. Et est-ce que c'est le cas aussi pour la domestication? Je pas un peu plus fort peut-être, pardon. Oui, la question que je pose, c'est vous avez mentionné que la culture apparaît dans différents sites à peu près dans la même époque. On peut supposer que c'est plus ou moins indépendant. Je ne sais pas. Et en tout cas, pour ce qui est de la domestication sur ces différents sites, est-ce qu'on pense que il y a une arborescence ou est-ce qu'il y a des sites de diffusion ou est-ce que c'est indépendant? D'accord. Alors, on n'a jamais de preuve, ça c'est la première chose à dire, donc on a une tendance de faire les hypothèses. En plus, il y a toujours un problème un petit peu avec les datations aussi, parce que les sites ne sont pas toujours très bien datés. Mais pour l'instant, on penche sur l'idée que il y a plusieurs foyers de domestication à travers le Proche-Orient qui sont indépendants, effectivement.
Si on regarde par exemple le Levant du Sud et le Levant du Nord, ben, le cortège de céréales qui a été domestiqué dans le Sud, et on le voit sur les sites, est différent du Nord. Donc, ce n'est pas une preuve, mais pas loin. Oui, je voudrais savoir si vous avez des indications sur les techniques culturales. Est-ce que c'est possible de trouver des indications sur la préparation des sols ou la formation des espaces de culture, etc. Non, il y a très peu d'indices et curieusement, on a très peu des objets, des outils qui pouvaient être utilisés pour le travail de la terre. Les premiers objets ou les premiers outils qui sont éventuellement censés être utilisés pour le travail de la terre commencent vers à peu près 9500 ans. Pour les périodes avant, non. Mais il faut savoir que les objets en bois ne se conservent pas. Donc, on sait qu'ils avaient les outils pour travailler la terre parce qu'ils travaillaient la terre pour bâtir les maisons. Donc, le fait que les outils ne sont pas là, pour moi, ne pose pas de problème. Oui, c'est sur le grand trou là, de presque 10 000 ans là, par rapport à Oalo. Et en fait aussi depuis le début, depuis hier, on parle d'âge autour de 10 000 ans, peut-être un peu 13 000. Vous avez commencé à en parler avec les glaciations, ou l'influence du climat. Parce que je me posais la question si on savait, est-ce que ces problèmes climatiques aurait pu effacer des traces, parce qu'aussi, qu'est-ce qui se passe avant 20 000 Est-ce qu'il y a beaucoup de sites au-delà de 20 000 ans que vous avez pu fouiller et où on ne trouve pas du tout de céréales, par exemple? Alors, bon, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que le site de Oalo 2, donc le site le plus ancien, qui est un peu isolé chronologiquement, c'est un site exceptionnel parce que, en fait, c'est un site lacustre. Et les sites lacustres sont très rares au Proche-Orient parce qu'il n'y a pas beaucoup de lacs. Et c'est pour ça que nous avons les restes extrêmement bien conservés. Il y a d'autres sites de l'époque, mais quand c'est les bâtisses qui sont très légers, c'est les sites très superficiels qui ne sont pas propices à la conservation des restes carbonisés, qui sont trop fragiles. En fait, les restes carbonisés se conservent bien à partir de 60 cm ou 1 mètre de surface. Et tous ces sites de cette période-là sont les sites superficiels, et c'est probablement pour ça qu'il n'y a pas de restes carbonisés. Par contre, la plupart de ces sites, il y a les meules qui sont probablement utilisés pour les céréales. Mais on n'a aucun indice. C'est un problème, pour moi, c'est un problème de conservation. J'espère que ça répond à votre question. Peut-être une partie, c'est lié à l'âge, c'est parce que c'est plus vieux, et c'est surtout le fait que les sites sont superficiels, c'est-à-dire qu'ils sont très près de la surface, ils ne sont pas enterrés. C'est ça qui joue un rôle important pour la conservation des restes carbonisés. Parce que les restes carbonisés, s'il y a beaucoup de changements d'humidité, s'il y a beaucoup de sel, s'il y a des racines, etc., les restes carbonisés sont fragiles, ne conservent pas. Dans votre dernière diapo de silos, là, j'ai été frappé par le cloisonnement des silos. Est-ce que ça permet, ça a une signification dans le sens de séparer des espèces ou des variétés, ou est-ce que, enfin, j'ai du mal à comprendre la nécessité de cloisonner à ce point les espaces. Ben, c'est sûrement de séparer éventuellement les récoltes.
Mais bon, c'est intéressant parce que la maison que j'ai montrée là, avec les cloisons, avec les partitions, en fait, c'est une maison très, très particulière, avec un plan particulier, mais qui se trouve sur 2 autres sites qui sont à une 50aine ou même une 60aine de kilomètres. Et les maisons, ils ont exactement le même plan. Mais si on met une maison sur l'autre, ça tombe juste. Mais non, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que c'était pour une cloison, une cellule c'était pour l'orge, ou l'autre c'était pour le blé. On n'a pas vraiment les indices pour dire ça. Je me demandais donc dans ces sites-là, qu'est-ce qu'on peut dire de la domestication des légumineuses en déclinant ça à la fois au niveau des traces de culture et puis éventuellement des traces de forme vraiment domestique. Oui. Alors les légumineuses, je n'ai pas parlé de légumineuses parce que je voulais un peu simplifier, mais les légumineuses sont là. Ils sont là en quantité assez importante sur certains sites. Même ils sont plus importants que les céréales parfois. Au niveau de identifier la domestication, ça pose vraiment des problèmes parce que la domestication, c'est dans le gus qui n'ouvre pas. Et bien entendu, le gus des légumineuses, c'est fragile et c'est pratiquement jamais conservé. Donc, je crois qu'on avait trouvé 1 ou 2 fois, donc on trouve juste les graines. Il y a les études qui ont été faites sur les tailles des graines, mais pour l'instant, pour cette période-là, on ne voit pas vraiment des changements de taille des graines. Donc, on peut pas, pour l'instant, on peut dire peu de choses sur la domestication. Alors, il y a un autre moyen de voir si les légumineuses sont domestiques ou pas, surtout les lentilles et les pois, parce que les lentilles sauvages, la plupart des légumineuses sauvages ont une dormance très très importante. Ils vont rester dans le sol pendant plusieurs années avant de germiner, qui pose un vrai problème pour un agriculteur. Et en fait, le dormance est réglé par l'enveloppe, par la testa de la graine. Et on voit bien parmi les échantillons modernes ce changement du testa entre sauvage et domestique. Le problème, c'est que le testa est rarement conservé sur nos échantillons. Alors nous avons un site qui date d'à peu près 11 000 ans, qui a un fragment de testa, et c'est bien le testa sauvage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est un exemple. Voilà, les indices très, très fragmentaires.